Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Ouh, ça, c'est Alfayda seulement qui l'a. Taïba Niassène, dans le département de Nioro, il est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 15 janvier 2025. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Gamou Taïba Niassène édition 2025, Cheikh Ibrahim Niass a aimé. Baye Niass fait toujours et encore aimer. Cheikh al-Islam a poétisé des vers de l'érudit transférer cet amour qu'il portait au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et qui continue de se propager parmi ses disciples. Le portrait du saint homme à suivre dès le début de ce journal. Les transporteurs de Touba ne parlent plus le même langage par rapport à la gestion de 21 millions investis sans justification valable. Mamoudou Moustapha Mbaye nous fera le point au courant de cette édition. La 9e édition de la foire internationale de Kaolack a pour thème l'intégration du digital dans les secteurs de l'économie, enjeux et perspectives. Un CRD s'est tenu à la gouvernance de la région de Kaolack. Le gouvernement nigérian affirme qu'il approfondit son partenariat de sécurité avec la République populaire de Chine pour la production locale d'armes et la formation militaire. Et du sport, c'est officiel, la Confédération africaine de football annonce le report du CHAN, une décision stratégique pour assurer des infrastructures de qualité, mais le tirage au sort est maintenu pour ce soir à 17h à Nairobi, dans la capitale kenyane. La revue des quotidiens, dernière note de cette édition. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour. Code Sec Kénémé assure les opérations techniques. Je vous le disais en titre, Gamou Taïba Niassène édition 2025. Cheikh Ibrahim Niass a aimé, Baye Niass fait toujours et encore aimer. Cheikh al-Islam a poétisé des vers de l'érudit, transféré cet amour qu'il portait au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et qui continue de se propager parmi ses disciples. Le portrait du saint homme avec des Fatou Cissé. Taïba Niassène, le lieu où naquit en 1900 le fondateur de Medina Baye, Baye Niass, rédigea à l'âge de 21 ans son premier ouvrage, ainsi qu'un traité soufi et tijani en 1930, des écrits qui font montre de ses connaissances exotériques acquises précocement. Suite au rappel à Dieu de son vénéré père El Hadj Abdoulaye Niass en 1922, Baye Niass enseignant le Coran dans les daras de ce dernier. À Taïba Niassène, Kouossi et Kaolack, sa profonde érudition et sa dévotion attirent rapidement, écrit Wikipédia, de nombreux disciples. Et c'est en 1930 qu'il se déclare l'héritier spirituel d'Ahmed Tijani et rallie rapidement les disciples de son père ainsi que de nombreux cheikh mours à sa cause, les initiats à la tarbia, l'initiation mystique. En 1937, Baye effectua son premier pèlerinage à la Mecque où il rencontra l'émir de Kano qui renouvelle son affiliation à la Tijania auprès de lui et l'invite à Kano. Il gagne alors l'adhésion de la majorité des ulémas de la Tijania. À la fin des années 1960, El Hadj Ibrahim Niass Baye dirige une communauté transnationale de plusieurs millions de membres, présents notamment au nord du Nigeria, où son influence est la plus forte, mais aussi au Ghana, au Niger, au Togo, au Nigeria, au Sierra Leone, au Tchad, ainsi qu'au Cameroun, en Gambie, en Mauritanie et dans la région du Sine Saloum, avec des expansions jusqu'aux États-Unis d'Amérique, en Asie et dans les pays du Golfe. De son vivant, Baye Niass n'a eu cesse de promouvoir l'instruction des femmes, encourageant ses filles à fréquenter les mêmes écoles religieuses que les hommes, où elles ont mémorisé le Saint-Coran, soutenant que les femmes devraient être en mesure de rivaliser avec les hommes. En 1960, Baye accède à la fonction de membre au sein du Conseil supérieur de l'Organisation du bien-être islamique au Caire. Il sera également membre de l'Académie de recherche de l'Université d'Al-Azhar ainsi que de la communauté des
érudits en islamologie et du Conseil islamique supérieur de l'Algérie. Sa reconnaissance internationale s'affirme davantage en 1962 lorsqu'il est élu vice-président du Congrès mondial islamique à Karachi et devient membre de la conférence générale de l'Académie de recherche islamique au Caire. En 1966, Baye participe à une conférence à Accra portant sur le thème « Le monde sans bombe atomique ». 3 ans plus tard, en 1969, il joue un rôle actif dans l'Assemblée constituante de l'Association des universités islamiques à Fès, où il intègre le comité exécutif. Son influence grandissante se voit consacrée en 1971 lorsque l'université Al-Azhar lui octroie le titre de Cheikh al-Islam, guide de l'islam. Baye Niass marque également l'histoire en devenant le premier noir africain à diriger la prière à la mosquée Al-Azhar. Maulana Cheikh al-Islam Baye Niass, 1900 à Taïba, 1975 à Londres, à l'âge de 75 ans. Le fondateur de Medina Baye, né à Taïba Niassène, a une notoriété forgée sur ses vastes connaissances en matière religieuse, historique, culturelle, scientifique et philosophique, révélée à travers ses voyages dans divers pays tels que le Nigeria, l'Arabie Saoudite, la Chine, le Ghana, le Maroc, l'Égypte, la France, l'Angleterre, la Belgique en passant par l'Indonésie, le Pakistan, entre autres pays. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Depuis Medina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Moumara à Lilo. L'info se poursuit également sur le www.radioalfayda.net. Je vous le disais en titre, les transporteurs de Touba ne parlent plus le même langage par rapport à la défunte gestion financière. Papsec, membre de And Taxawu sur le transport Sainte-Roge, sur les 21 millions investis sans justification valable. Mamadou Moustapha Mbaye. Bilan de fin de gestion chez les transporteurs de Touba, des sommes dépensées écœurent certains d'entre eux. C'est le cas de Papsec, adepte du code de la route Serigne Fallou et membre de la coalition And Taxawu sur le transport qui s'interroge sur les 10 800 000 utilisés au titre de soutien et d'intercession aux chauffeurs auteurs d'infractions qui ont maille à partir avec la justice. Je parle pour l'intérêt de tous les transporteurs. Quand on dit que 10 800 000 francs ont été dépensés pour soutenir les chauffeurs qui ont maille à partir avec la justice, je dis que ça, c'est pas normal. Tout cet argent qui a été dépensé devant les tribunaux, c'est pas normal et c'est une information extrêmement grave. Si un chauffeur a maille à partir avec la justice, il faut l'aider à trouver un avocat et pas prendre l'argent et le jeter par la fenêtre. Mais pourquoi pas nous organiser un séminaire de renforcement de capacité? Au lieu de dépenser cet argent au titre d'intercession et de soutien, moi je pense qu'il faudrait former les transporteurs de sorte à ce qu'ils évitent de commettre certaines infractions. La formation aide à juguler les mauvais comportements. Papsec d'estimer par ailleurs que les 11 millions réservés aux ordonnances méritent aussi éclairage. Mamadou Moustapha Mbaye Touba, Alfayda FM. Mamadou Moustapha Mbaye à Touba. La mesure d'immatriculation gratuite des motos Jakarta trouve un écho favorable chez les acteurs dans la capitale du Fouladou. Cependant, le délai imparti et la somme de 28 000 pour l'acquisition des documents pose problème. Papa Kadjeli Badi dans son reportage. La mesure prise par l'État pour formaliser et moderniser avec l'immatriculation des deux roues est bien accueillie par les usagers comme les conducteurs à Kolda. C'est une chose qui est un peu bonne. Si ça va nous aider. J'apprécie ça très bien parce que je vois que ça va de notre protection et la sécurité.
la sécurité de ceux même qui conduisent leurs motos, qui ont les motos. La recette de motos sera très facile. C'est bien, c'est une très bonne initiative de régulariser les motos. Donc ça permettra aussi vraiment que plus de vigilance au niveau du contrôle des circulations routières et consorts là. D'abord, c'est une bonne mesure parce que ça nous permettra en tout cas de sécuriser les Jakartamans, non seulement de l'immatriculer les Jakartamans. Nos interlocuteurs de trouver le délai de 3 mois trop court. Payer 28 000 pour avoir l'assurance, le permis de conduire et la carte grise avec le matricule, ça sera un peu difficile. Si c'est un autre choix, qu'il a jusqu'à à peu près 6 mois, 7 mois. 3 mois, c'est trop petit. Moi, je peux dire de 1 an jusqu'à 2 ans. Le président des Jakartamens de Kolda de déplorer l'attitude de juger irresponsable de certains camarades dans les autres localités, tout en demandant au régime de revoir sa copie. Mamadou Baïlobari. Il faut qu'on cesse de casser, qu'on cesse d'insulter, qu'on cesse de brûler des pneus. C'est pas intéressant, franchement parler. D'abord, privilégions d'abord la communication, privilégions d'abord les discussions. Donc je demande à l'État franchement parler de s'histoire à cette lettre. En attendant une réaction du gouvernement, il faut dire que la mesure ne fait pas l'unanimité auprès des acteurs. Signé Papa Kajeli Badji depuis Kolda. Lutte contre la migration irrégulière. L'État du Sénégal engage un nouveau combat contre ce fléau, lequel passe par la mise en place des comités régionaux et départementaux qui seront chargés de sensibiliser, d'alerter et de veiller au phénomène qui ces derniers temps a pris de l'ampleur. Modou Diagne, contrôleur général de police et secrétaire général du CELMI, au micro de Papa Kajeli Badji. Nous sommes venus à Kolda pour procéder à l'installation des comités régionaux et départementaux de Kolda avec monsieur le gouverneur de région et le préfet de département. Les comités régionaux et départementaux de la lutte contre la migration irrégulière sont des démembrements du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière. C'est dans la volonté de territorialiser la lutte contre la migration irrégulière qu'il a été créé ces comités pour permettre à tous les chefs de service au niveau régional, départemental, à tous les autres acteurs, que ce soit de la société civile, des partenaires techniques et financiers et de l'ensemble des communautés de base de participer à la lutte. L'immigration irrégulière a démarré depuis un peu plus d'une vingtaine d'années et a causé beaucoup de pertes en vies humaines sur la population jeune, mais aussi maintenant de femmes et des mineurs. C'est pour apporter une réponse à ce fléau que les hautes autorités de l'État ont mis en place ce cadre pour coordonner l'ensemble des actions de ces ministères et structures qui sont compétents dans la lutte contre ce phénomène et dans la surveillance et la gestion des frontières, mais aussi la mise en œuvre de la migration légale et circulaire. Et en instituant ces comités qui vont être au niveau déconcentré des répondants du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière, l'autorité a voulu quand même impliquer les communautés de base, commencer le travail au niveau de la base pour remonter vers le sommet. Une stratégie nationale a été élaborée et conçue et validée par les autorités et un plan d'action opérationnel triennal est assorti à cette stratégie. Si la stratégie est décennale, donc avec comme objectif de réduire drastiquement la migration irrégulière à l'horizon 2033, il y a des plans d'action opérationnels qui sont triennaux, qui visent des axes très concrets. Si on prend la stratégie, il y a 5 axes sur lesquels la stratégie a insisté, notamment la prévention, la sensibilisation, la gestion de nos frontières, la répression, l'accompagnement des migrants de retour, mais aussi l'insertion de ces migrants de retour. Et le comité interministériel va faire de sorte que tous les programmes qui sont destinés aux jeunes, aux femmes, pour pouvoir travailler au Sénégal, y rester, y travailler, que ces programmes soient déroulés. Mais d'abord, commencer à prévenir, à mener des campagnes de sensibilisation et de communication pour faire connaître à nos populations que l'Europe, c'est pas l'Eldorado et que c'est pas la peine quand même de braver la mort, de prendre des risques aussi quand même importants pour y aller. Et qu'il y a des possibilités que dans le cadre de la migration légale et circulaire, qu'ils puissent y arriver, comme on dit dans notre jargon, en privilégiant une migration légale, sûre et ordonnée. À l'instant, Modou Diagne, contrôleur général de police et secrétaire général du CELMI, sur la lutte contre la migration irrégulière. Une rencontre présidée par le chef de l'exécutif régional de Kolda étant une région pourvoyeuse dans cette migration. Le comité pourra jouer un rôle prépondérant dans la sensibilisation. Moustapha Ndiaye, il est le gouverneur de la région de Kolda.
Nous, au niveau local, nous avons deux postures. Celle de veiller à la correcte exécution des directives, des instructions et des orientations issues du comité interministériel de lutte contre la migration. Mais au-delà, nous avons une autre posture, celle-là de participer, de faire de la réflexion, de faire de l'ingénierie à notre niveau pour tracer les voies qui seront suivies pour vraiment stopper et limiter l'impact négatif de cette migration irrégulière. Et dans ce cadre, au niveau du comité régional, nous allons insister dans la prévention, dans la sensibilisation. Kolda n'est pas une zone de départ, mais Kolda est une zone pourvoyeuse de migrants, de candidats à la migration irrégulière. Nous allons essayer, dans le cadre du plan opérationnel qui sera défini, du plan d'action qui sera défini au sein de ce comité régional, d'insister sur la sensibilisation et la prévention pour déconstruire un peu les idées reçues de nos jeunes, consistant à dire que vous franchissez les frontières européennes, vous avez réussi votre vie. Cela n'est pas exact, cela n'est pas conforme à la réalité. L'Eldorado tant chanté par le passé n'existe plus. Il faut que nos jeunes y croient. Mais nous allons également réfléchir sur quelle opportunité offrir à cette jeunesse-là, quelle perspective claire normalement dressée offrir à ces jeunes-là, parce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi que le gouvernement, l'État du Sénégal a mis en place des mécanismes qui, s'ils sont bien utilisés, peuvent permettre à chaque jeune, à chaque personne de pouvoir tracer sa voie et de pouvoir enclencher quand même un entrepreneuriat individuel pour pouvoir bien gagner sa vie. Donc nous allons insister sur ces aspects-là, mais nous allons également insister sur l'appel aux populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour traquer ces marchands d'illusions, ces gens-là qui sont tapis dans l'ombre, qui offrent des illusions à notre jeunesse, leur faisant croire qu'avec 1 500 000, vous pouvez changer votre vie. Donc ces convoyeurs, nous devons les traquer. Et dans cette traque-là, il n'y a rien de plus décisif et de plus efficace que la collaboration des populations et à travers l'appui qu'ils doivent offrir aux forces de défense et de sécurité pour mettre hors d'état de nuire ces marchands d'illusions. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. 9e édition de la Foire internationale de Kaolack, placée sous le signe de l'utilisation du digital au service de l'économie. En prélude de cet événement, un CRD préparatoire s'est tenu sous la présidence du chef de l'exécutif régional de Kaolack, Djibril Diop. Il est le deuxième vice-président de la Chambre de commerce. Vous me permettrez aussi d'abord de remercier M. le gouverneur d'avoir pris cette initiative d'organiser l'AFICA. Vous savez, la tenue de ce CRD est toujours un moment important pour la tenue de l'AFICA. Je l'ai dit dans la salle, l'AFICA est un événement très attendu par les populations de la région de Kaolack, mais aussi par les professionnels qui nous viennent d'ailleurs, qui nous viennent du Sénégal, mais aussi d'autres pays. Donc l'organisation de la foire requiert souvent des initiatives nouvelles, parce que je l'ai dit tantôt dans la salle aussi, c'est 8 années que nous avons fait, nous sommes à notre 9e édition, et c'est 8 années d'expérience, mais aussi c'est 8 années de défis constants, car sans les innovations significatives, ces 8 années allaient se transformer en routine. Donc c'est pourquoi il est important d'organiser ce CRD pour demander à tous nos partenaires, pour demander aussi aux chefs de service qui sont là, d'apporter aussi leur soutien. Nous avons été très satisfaits par les engagements des uns et des autres, surtout par les forces de défense et de sécurité, parce que cet aspect sécuritaire est l'un des aspects les plus importants. J'ai rappelé tout à l'heure aussi que cette foire aussi se tient dans un contexte un peu particulier, parce que nous avons un nouveau régime, nous avons un nouveau référentiel économique, et la Chambre de commerce, en tant qu'institution établie publique à caractère professionnel, toujours aligner donc ces projets et programmes au référentiel. Donc ce qui est très important, parce que cette année, peut-être lors des forats, nous aurons aussi des initiatives, parce que les nouvelles autorités sont invitées aussi à venir et à échanger avec les populations, à partager avec les populations sur les nouvelles orientations qu'ils souhaitent apporter à leurs structures respectives. Selon toujours le deuxième vice-président de la Chambre de commerce, un village digital sera installé au niveau de l'AFICA dans un contexte particulier avec l'avènement de la digitalisation et notamment son impact sur le plan économique. Réécoutons Djibril Diop au micro de Ligne Bada Radio. Voilà, de nouveau, il y a le village digital qui sera quand même installé au niveau de l'AFICA. Mais aussi, cette année, vous savez qu'elle se passe aussi dans un contexte particulier parce que la ZLECAF et la mise en œuvre, nous sommes à une étape importante de la mise en œuvre
de la ZLECAf. Donc c'est un moment test pour les entreprises qui sont de Kaolack, mais qui sont du Sénégal, mais des autres entreprises qui vont venir au Sénégal et qui seront confrontées, même qui devraient faire face à la complicité parfois des tarifs préférentiels. Nous allons donc profiter aussi de cette occasion pour davantage informer donc nos producteurs, informer nos entreprises sur le rôle de la ZLECAf de manière générale. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises et je pense que Mme Tal va revenir en tant que présidente du comité d'organisation. Pour la présidente du comité d'organisation, Mme Ndiaye Mbao Tal, qui a décrit les enjeux et innovations de l'AFICA, une vitrine extraordinaire pour la région et particulièrement pour la commune de Kaolack. Oui, en fait, comme tout le monde le sait, l'AFICA est une vitrine extraordinaire pour Kaolack, pour la région de Kaolack, mais en particulier pour la commune de Kaolack qui a l'honneur de l'abriter. Et donc, on est dans un contexte particulier. Bien vrai que le thème de cette année va porter sur le digital et notamment son impact sur le domaine économique, mais nous allons fortement débattre du référentiel 2050, l'agenda de transformation des politiques publiques à travers la zone centre aussi qui va être mise à l'honneur, parce que comme vous le savez, la zone centre avait déjà son plan stratégique de développement qui avait été financé par des opérateurs ressortissants de la zone lors de la FICA 2024, et donc nous allons organiser beaucoup de forums qui vont porter sur l'économie et le clou sera Kaolack Invest. Kaolack Invest sera un moment particulier où on aura la présence des décideurs, notamment les ministres en charge des finances, de l'économie, etc., qui ont déjà été saisis. Mais nous aurons aussi les investisseurs à travers le patronat, le club des investisseurs, etc., l'ASIS et beaucoup d'autres investisseurs qui opèrent dans la zone. Nous aurons aussi toutes les structures partenaires techniques et financiers qui vont accompagner justement ces projets de développement pour faire justement de Kaolack, mais aussi de la zone centre, l'orbite de développement qui va pousser, impulser les autres zones. Selon toujours la présidente du comité d'organisation, Mme Ndiaye Mbao Tal, sera l'occasion de débattre sur le référentiel 2050 à travers la zone centre qui va être mise à l'honneur, et un forum de l'autonomisation sera organisé des femmes avec le projet Profem. Oui, comme d'habitude, le rôle de la femme sera prépondérant parce que tout comme nous allons organiser Kaolack Invest, aujourd'hui déjà il y a un quota qui est délivré aux femmes au niveau justement du parc d'exposition avec un tarif préférentiel, mais nous aurons aussi l'organisation d'événements comme le forum de l'autonomisation des femmes où on va parler justement du projet Profem qui est initié par la commune de Kaolack et qui est soutenu aussi par la chambre de commerce. Vous savez qu'au niveau de la zone centre, ce qu'on veut impulser, c'est les PMI, les mini-industries, donc qui sont du ressort des femmes transformatrices. Et donc, nous allons beaucoup parler de ça à travers le forum de l'autonomisation des femmes. Et donc, c'est le moment aujourd'hui, parce qu'on a fait appel au ministère suivant, le ministère de la Famille, qui s'active beaucoup sur l'autonomisation des femmes. Nous avons fait appel aussi au ministère de la microfinance et de l'économie solidaire, mais aussi au ministère de l'Agriculture pour venir justement soutenir ces initiatives liées à l'entrepreneuriat féminin et à l'autonomisation des femmes. Oui, par rapport aux autres foires, je pense que la foire de Kaolack est devenue la deuxième foire du Sénégal. C'est une foire internationale qui regroupe 30 pays, qui accueille pas moins de 300 000 visiteurs. Et justement, par rapport aux autres foires, nos prix sont plus qu'abordables parce que le président de la Chambre de commerce et maire de Kaolack, M. Serigne Mboup, en fait, il comprend les besoins du secteur privé. Et on est dans un environnement actuellement où il faut pousser le secteur privé. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de contraintes et justement c'est à cause de ça aujourd'hui qui nous a demandé de baisser le prix des stands et de faciliter l'accès aux visiteurs aussi pour pouvoir justement créer une bonne animation économique au niveau de l'événement. Donc le thème choisi au niveau de cette édition est l'intégration du digital dans les secteurs de l'économie, les enjeux et les perspectives. Aujourd'hui, comment est-ce que le digital peut impacter positivement sur les entreprises, le domaine économique justement pour permettre de relever ce niveau de mondialisation, de concurrence. Vous suivez le journal.
Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 15 janvier 2025, l'info se poursuit sur les www.radioalfayda.net. Le programme de formation école-entreprise PF2E de la région de Kaolack vient de lancer le démarrage des formations pour l'année 2024-2025 et 4 classes au niveau de la région de Kaolack, la pâtisserie pour Kaolack, aviculture pour Nioro, horticulture à Badakhun et couture à Guinguinéo. Le chef d'antenne du PF2E, Mahmoud Kontei. Aujourd'hui, nous venons de lancer le démarrage officiel des formations pour l'ouverture des classes 2024-2025 au niveau de la région de Kaolack. Et véritablement, à Kaolack, comme on a l'habitude de le dire, on a cette année 4 classes, à savoir la pâtisserie pour Kaolack, l'aviculture pour Nioro, horticulture pour Badakhun et couture pour Guinguinéo. Donc, au nom de Madame la coordinatrice, Madame Djegan Wanli, coordinatrice du programme de formation école-entreprise au niveau de la région, au niveau national, qui nous a autorisé de lancer officiellement ces formations pour l'année académique 2024-2025. Et comme l'a dit, on remercie tous les acteurs qui sont ici présents, à savoir l'IA, représenté aussi ici par M. Ndiaye, qui est également le président du comité local de suivi au niveau de la région de Kaolack. Je remercie également le CRP à travers Madame la directrice, Madame Diouf, directrice du CRP de Kaolack, qui a menacé aucun effort véritablement pour que nous venons accepter, pour que nous arrivions jusqu'à là. Donc véritablement, on était dans la salle pour évidemment lancer cette cérémonie d'ouverture des classes. On a remis également 19 contrats aux apprenants de Kaolack. Demain, on sera à Nioro pour remettre également 20 contrats au niveau pour l'aviculture. Et producteurs horticoles pour Badakhun, 20 contrats et 15 contrats pour couture, ce qui fait au total 74 contrats sont validés par l'inspection du travail et ces 74 apprenants-là doivent démarrer dès aujourd'hui leur formation au niveau des entreprises. Les critères, au début, d'abord on a commencé par la prospection. Après la prospection, on avait la sélection au niveau des apprenants et donc au total pour la pâtisserie déjà on avait 103 candidats. C'est le CASP qui avait fait ces entretiens-là. Après ces entretiens-là, on a retenu que 20 qui doivent faire la pâtisserie, 20 pour horticulture, 20 pour aviculture et 20 également pour ces coutures. Donc sur ce critère-là, c'est d'abord âgé entre 16 et 35 ans d'abord pour les critères de sélection, être sénégalais et pour le CAP, c'est avoir au niveau minimum 4e. Si c'est le CPS, même pas niveau 0 pour vraiment démarrer ces formations-là. Mais le critère principal, c'est d'abord la motivation. Lorsqu'on a fait les entretiens, on a constaté que c'est 74 retenus qui ont eu cette motivation-là qui doivent démarrer effectivement la formation de la région de Kaolack. La finalité, c'est vraiment pour l'employabilité des jeunes. Aujourd'hui, on a constaté qu'au Sénégal, les jeunes cherchent de l'emploi par-ci et par-là, mais environ 80% n'ont pas d'employabilité. Et le programme est là pour répondre à ces besoins, pour véritablement que ces jeunes soient employables. Et je pense qu'un jeune qui est inséré au niveau des entreprises, qui fait 80% de son temps en entreprise et 20% du temps restant à l'école de formation, je pense qu'au sortir de cette formation, il devrait être totalement opérationnel, il devient employable, il doit aller maintenant vers le marché du travail. Et l'objectif de ce programme-là est de vraiment résoudre la question de l'employabilité des jeunes sénégalais qui sont en quête véritablement d'emploi. Le chef d'antenne du PF2S, Mahmoud Kontei, l'inspecteur d'académie de Kaolack, a été représenté par l'inspecteur Moustapha Ndiaye qui s'est réjoui de la tenue de cette cérémonie et qui a profité de cette occasion pour souligner le problème d'insertion qui est d'une vraie problématique au Sénégal. Merci beaucoup. Donc vraiment, je me réjouis vraiment de la tenue de cette cérémonie qui marque donc le démarrage des activités du programme de formation école-entreprise. Donc c'est une journée très importante pour nous parce que nous félicitons donc vraiment tous les membres donc, du projet, à savoir donc M. Kontei, mais aussi nous remercions aussi Madame la directrice du centre de formation qui reçoit donc ces apprenants, mais aussi les chefs d'entreprise aussi. Donc quand on parle de formation professionnelle, donc on est en face avec donc le programme donc du ministère donc de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Que le plus souvent ici au Sénégal, le problème que nous avons, c'est le problème d'insertion. Maintenant, si on a des chefs d'entreprise vraiment qui prennent en charge donc vraiment cette partie qui est très importante, ça de l'emploi. Donc vraiment on est en phase avec ces chefs d'entreprise mais aussi avec le projet. Là l'impact donc c'est important parce que le plus souvent ce que nous déroulons c'est des enseignements académiques. Le plus souvent les enfants ils reçoivent des diplômes académiques sans formation professionnelle. Mais ici tout est lié, c'est la théorie et la pratique. L'enfant qui est dans ce projet, dans ce programme là, à la fin donc de ce programme, donc il a un diplôme professionnel et là il n'aura pas un problème d'insertion. Rapidement donc il est inséré et il pourra donc prendre en charge de sa famille et aussi être donc dans le milieu donc des entreprises. Donc le conseil que je donne aux enfants, c'est aussi d'être assidu d'abord, de respecter aussi vraiment le règlement intérieur, donc non seulement de l'école, du centre de formation professionnelle, mais aussi le règlement aussi de ces entreprises, mais d'être aussi ponctuel aussi et être sérieux dans le travail. L'inspecteur Moustapha Ndiaye, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur SADES, section UGB à Saint-Louis, le SANBI, revient sur les revendications, à savoir l'application de la loi. Il est ici au micro de Baradjob.
on est à 100%. Donc voilà, les enseignements ne se déroulent pas. Donc je pense que les collègues ont observé dans la rigueur le mot d'ordre qui est décrété par le syndicat. Oui, c'est des revendications légitimes. Pour rappel, en fait, le SAES ne demande que l'application de la loi. Un décret qui a été examiné et adopté en Conseil des ministres au même moment que la loi d'amnistie. C'est une revendication légitime. En cas de décès d'un enseignant ou d'une enseignante, il est tout à fait légitime que le veuf ou la veuve perçoive une partie. L'État ne doit pas perdre un décret. Actualité internationale. Sur l'international, le gouvernement nigérien affirme qu'il approfondit son partenariat de sécurité avec la République populaire de Chine pour la production locale d'armes et la formation militaire. Et c'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. L'armée nigérienne et la société chinoise WAPCO ont signé mardi à Niamey des accords pour la sécurisation des opérations et des installations pétrolières, dont l'oléoduc géant transportant du brut vers le Bénin voisin est visé par une série d'attaques depuis l'année dernière. Actualité internationale. Au Mozambique, le chef de l'opposition Venancio Mondlane a affirmé ce mardi que ses partisans allaient paralyser le pays pour s'opposer aux résultats des élections d'octobre, à la veille de l'investiture du président élu. Depuis octobre, les violences post-électorales ont fait quelques 300 morts selon une ONG mozambicaine. Rentré jeudi d'un exil de 2 mois et demi, Venancio Mondlane a appelé lundi à 3 jours de manifestation jusqu'à mercredi. Le candidat du parti Frélimo au pouvoir, Daniel Chapo, 48 ans, doit prêter serment aujourd'hui, mercredi. Il succède à Philippe Nyusi. Actualité internationale. En Tunisie, des dizaines de manifestants se sont rassemblés mardi dans la capitale Tunis pour réclamer la libération de figures de l'opposition au président Kais Saïed au 14e anniversaire de la révolution de 2011 et de la chute du président Ben Ali. À l'appel du FSN, Front de Salut National, principale coalition de l'opposition, les manifestants ont exprimé leur colère face à la répression des opposants, brandissant des portraits d'opposants en détention. Selon Human Rights Watch, plus de 170 personnes sont en détention pour des motifs politiques ou pour avoir exercé leurs droits fondamentaux, pour certains en attente d'un jugement depuis 2022. Actualité internationale. L'armée soudanaise a nié mardi toute implication dans les attaques contre des civils dans l'état central d'Al Jazeera après que des groupes de défense des droits humains l'ont accusé, ainsi que des milices alliées, d'avoir tué 13 personnes, dont 2 enfants. Actualité internationale. Au Mali, le gouvernement a commencé à saisir les stocks d'or sur le site de Lolo Gungoto, exploité par le groupe canadien Barrick Gold dans l'ouest du pays. L'industriel et l'État malien se livrent depuis des mois à un bras de fer autour de ce qui est l'un des plus importants complexes aurifères au monde. C'est ce qu'indique Barrick Gold dans une communication interne destinée aux personnels locaux et consultée par l'AFP. Actualité internationale. La capitale américaine, Washington, se prépare à l'investiture de Donald Trump avec des mesures de sécurité exceptionnelles, incluant 48 km de barricades et 25 000 agents des forces de l'ordre. Actualité internationale. L'audition hier mardi au Sénat américain de Pete Hegseth, choisi par Donald Trump pour diriger le Pentagone, s'est transformée en joute verbale tendue entre cet ancien militaire et les élus démocrates qui ont fustigé des déclarations controversées et une accusation d'agression sexuelle. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec la Confédération africaine de football qui a annoncé hier le report du championnat d'Afrique des Nations Total Energy Chan 2025, initialement prévu en février au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Une décision motivée par des impératifs liés à la préparation des infrastructures nécessaires pour un événement d'une telle envergure. Des stades, des terrains d'entraînement, des hôtels, des hôpitaux et autres installations indispensables. Mais notons que la date du tirage au sort est toujours maintenue pour ce soir
15 janvier. Les nouvelles dates du CHAN à nous seront connues ultérieurement. Le rideau est tombé avant même le coup d'envoi. Le deuxième championnat d'Afrique des nations de football des sourds qui devait se tenir au Maroc a été officiellement annulé. L'annonce est faite par l'Association des sports des sourds du Sénégal, initialement prévue du 15 au 30 novembre 2024, puis reporté du 1er au 10 février 2025. Cet événement majeur ne verra pas finalement le jour. 32e de finale Coupe du Sénégal qui débute ce soir. Guelwaar joue Avenir Thiaroye, Amitié FC joue Diamono de Fatick, AS Kaffrine reçoit Jambar, Étoile Lusitana reçoit Dekono de Louga, AS Saloum reçoit Fierté de Mbacké, FC Karak reçoit Jaraaf de Dakar, Linguère joue Damel de Tivaouane, Espoir Guédiawaye joue Oslo FA, Casa Sport reçoit AS Cambérène, Dakar Sacré-Cœur reçoit Agel de Rufisque, Sonacos reçoit ASUC de Ziguinchor, HLM de Dakar reçoit Stade Mbour, AS Bambey joue Builders FC, Ndiambour de Louga joue Assur, Joc joue Seneps Excellence. Football en Europe, Coupe de France, 16e de finale. Ce soir, Toulouse joue Laval, 3 joueurs Rennes, Cannes joue Lorient, Brest joue Nantes, Espali reçoit Paris Saint-Germain. En Arabie Saoudite, on est à la 15e journée du Saudi Pro. Al-Shabaab reçoit Al-Riyad, Damak FC reçoit Al-Etifar, Al-Khoulout reçoit Al-Ahli à 17h. En Angleterre, on est à la 21e journée de la Premier League. Everton reçoit Aston Villa à 19h30. Leicester reçoit Crystal Palace, Newcastle reçoit Wolverhampton, Arsenal reçoit Tottenham à 20h. 19e journée, Calcio italien, Inter Milan reçoit Bologne. En Allemagne, on est à la 17e journée de la Bundesliga. Bochum reçoit Sancti Pauli à 17h30, Bayern Munich Offenheim à 19h30, Union Berlin-Augsbourg à cette même heure, Stuttgart reçoit Leipzig et Werder Bremen reçoit Edenheim. Coupe du Roi en Espagne, 8e de finale, Almeria-Leganés prévu à 18h30, FC Barcelone Betis Séville à 20h, Elche reçoit Atlético Madrid. C'en est tout pour cette page sportive. Tout de suite, la revue des quotidiens. La revue de presse. L'Obs place Le Soleil, Sud Quotidien, Walf le matin. La presse du jour lue et parcourue en 2 minutes 27 par André Fatou Cissé. La revue des titres à la une des journaux sénégalais parus ce matin que nous ouvrons avec Walf Quotidien qui s'intéresse mercredi à la cession d'immeubles en mettant un focus sur ce qu'il appelle le casse du patrimoine bâti de l'État tout en indiquant à ce propos que la Cour compte un écart abyssal de 332,76 milliards. Et puis dans la même publication, la justice qui conforte Ousmane Sonko, Farbangom devant le pôle judiciaire financier, dit le quotidien du groupe de Fessi de Lamignas, qui relate également dans sa parution du jour les déclarations de l'ancien juge Dem qui dénonce une justice dévoyée par politisation. Mais quoi qu'il en soit, Farbangom est à la merci des députés, écrit le journal Le Quotidien qui évoque à sa une la levée de son immunité. Une immunité parlementaire dont le processus visant sa suppression a été enclenché. Selon les Échos, le premier acte posé la paire en ordre de bataille. Titre à ce propos, le journal des jours difficiles pour Farbangom semble s'apitoyer. L'évidence, à défaut de maquer avec les initiatives des nouvelles autorités pour la reddition des comptes. Farba, l'agneau du sacrifice, mentionne 2 minutes pour lire l'essentiel qui voit déjà des ricochets telluriques de son arrestation. Et puis l'affaire West African Energy à la une de plusieurs journaux. La contre-expertise blanchit Samuel Sarr, titre Le Quotidien. Manœuvre et soustraction frauduleuse de plusieurs milliards de francs CFA au détriment de l'État du Sénégal. Tahirou Sarr et Farbangom au banc des accusés révèle dans sa parution du jour Le Quotidien Yor une poignée de main entre le premier ministre sénégalais et le président de la Mauritanie, synonyme d'une convergence de vues sur l'ensemble des sujets abordés. En relief, à sa une ce matin dresse ainsi le bilan de la visite du PM Ousmane Sonko en Mauritanie. Et puis dans la capitale sénégalaise, plus précisément à la mairie de Dakar, point actu d'indiquer qu'Ancélie Khalifa Sall joue son retour par procuration. Et voilà que nous refermons cette page consacrée à la revue des quotidiens sénégalais parus ce matin en jetant encore notre regard à la parution de 2 minutes pour lire l'essentiel qui est à la brèche de Saint-Louis, de renseigner que 600 morts liés à la pêche y sont dénombrés. Assimilant cette brèche à un nouveau couloir de la mort, le journal d'indiquer que sa stabilisation est une urgence, soulignant que le ministre promet de réagir. C'est la fin de cette édition. Merci à Kodou Sek Keneme
qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhaji Ibrahima Gaye. Était devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 22 minutes. Ce sera en Wolof avec Mariam Abba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. 1900 à Taïba, Niassène, 1975 à Londres. Gambou Taïba, Cheikh Ibrahima Niass a aimé. Baye Niass fait toujours et encore aimer. Cheikh al-Islam a poétisé des vers de l'érudit, transféré cet amour qu'il portait au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et qui continue de se propager parmi ses disciples. Le portrait du saint homme que vous avez suivi avec André Fatou Cissé. Les transporteurs de Touba ne parlent plus le même langage par rapport à la gestion des 21 millions investis sans justification valable. Maudou Moustapha Faye nous a fait le point dans cette édition. La 9e édition de la foire internationale de Kaolack a pour thème l'intégration du digital dans les secteurs de l'économie, enjeux et perspectives. Un CRD s'est tenu à la gouvernance de la région de Kaolack. Sur l'international, le gouvernement nigérian affirme qu'il approfondit son partenariat de sécurité avec la République populaire de Chine pour la production locale d'armes et la formation militaire. Et puis sport, c'est officiel. La Confédération africaine de football annonce le report du CHAN, une décision stratégique pour assurer des infrastructures de qualité. Mais le tirage au sort est maintenu pour ce soir à 17h à Nairobi, dans la capitale kenyane. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.